Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Desroches, un entrepreneur québécois aux multiples casquettes. Dans un premier temps, nous explorons la culture d'entreprise de Fabelta, son entreprise familiale spécialisée dans les fenêtres et la création d'espaces lumineux, qu'il a repris après ses parents et qu'il dirige depuis plusieurs années. Éric y a insufflé une vision profondément collaborative, s'inspirant du modèle holacratique pour développer une culture d'entreprise innovante et humaine. Nous discutons de la manière dont il a structuré l'organisation pour encourager la responsabilisation, l'ouverture et l'autonomie de ses collaborateurs, tout en créant un environnement où la transparence et l'harmonie sont des valeurs centrales. Ensuite, nous échangeons également sur son parcours de multi-entrepreneur. Éric cumule en effet des projets variés, allant de l'immobilier à la production artistique, en passant par la création de lieux de ressourcement. Bref, nous parlons de l'équilibre qu'il a trouvé entre ses différentes activités et de la façon dont il s'inspire des cycles de la nature pour structurer ses projets. C'est parti pour une conversation riche et inspirante, tout droit venue de l'autre côté de l'Atlantique, sur le Tilt. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Éric. Salut Léa, ça va bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Oui, très content de participer à ton podcast. Moi aussi, je suis vraiment ravie de te recevoir à mon micro. On a été mis en relation via l'intermédiaire de Michel Bundock, que j'ai aussi reçu à mon micro. Et quand je lui ai demandé qui je devais rencontrer au Québec, il m'a parlé de toi. Alors, nous y voilà. Nous allons enregistrer une discussion sur 2 sujets clés. Comment avoir plusieurs activités professionnelles en même temps. Et puis, on va aussi faire un focus sur une de tes activités qui est l'entreprise Fabelta, au sein de laquelle tu as instauré une culture d'entreprise très particulière. Donc, je vais te poser plein de questions là-dessus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Éric, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît? Oui, en fait, j'ai 38 ans, Québécois d'origine, Canadien. Et j'ai, depuis du plus loin que je me souviens, j'ai toujours aimé créer, j'ai aimé rassembler les gens, j'ai aimé m'amuser, finalement, vivre un peu, je vais dire, comme un enfant, mais dans le sens où laisser la créativité émerger, puis pouvoir justement entretenir des belles relations, créer des beaux projets, voyager. C'est ce qui m'inspire, je vous dirais, depuis longtemps. Génial. Et alors, comment est-ce que tu te décrirais en tant que professionnel? Comme professionnel, je vais dire de plus en plus, c'est justement d'aligner qui je suis avec le niveau professionnel. Donc, quand on parle de créativité, quand on parle de rassembler les gens, quand on parle de faire des projets qui m'inspirent, en fait, c'est de continuer ça dans différents types de projets. Puis, ça passe à travers principalement des entreprises. Et là, aujourd'hui, quels sont tes différents projets? Quelles sont tes différentes entreprises? En ce moment, les différents projets, si je prends le principal au niveau de l'entreprise, c'est l'entreprise Fabelta Aluminium. Donc, on fait le design, la manufacture et l'installation de systèmes de fenestration
de très grandes dimensions, très contemporaines pour le domaine résidentiel, principalement dans la province de Québec au Canada. Ensuite, il y a le projet du camp Co-Créa. Donc, l'inspiration est venue d'avoir un endroit pour se rassembler, pour créer au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du domaine artistique, où chaque personne qui a le goût de prendre un moment de pause, autant ressourcement que venir faire des ateliers, venir faire des activités physiques, mais dans le but principal de reconnecter à ce qui nous fait réellement vibrer, puis le laisser émerger. Ensuite, il y a un autre projet qui est plus au niveau artistique. Donc, on a, moi et la chanteuse Suzy Villeneuve, on a l'entreprise Production Quanta. Donc, à travers sa voix, c'est justement de pouvoir faire vibrer le cœur des gens, principalement à travers la musique. Et ensuite, j'ai une autre entreprise au niveau de l'immobilier, où on achète des immeubles qu'on revitalise, dont on en fait la gestion, principalement dans le secteur multirésidentiel. Et maintenant, là, en fait, en projet en cours de la création d'un parc industriel pour avoir des entreprises qui vont collaborer ensemble sur, je veux dire, les usines du futur. Ok, Donc, c'est principalement les projets sur lesquels je travaille c'est en ce moment. génial. Tu es bien occupé. Quand Ouais. même, oui, ça occupe bien les journées. Alors, j'imagine que tous ces projets-là sont nés les uns après les autres, qui sont des bouts professionnels, des projets professionnels qui arrivent sur ton chemin. J'ai vu dans tes différentes productions écrites que tu parlais souvent de cycle de création. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle de création? Ben, en fait, c'est un outil qui m'a été partagé à travers un mentorat il y a quelques années, puis que j'utilise encore finalement, qui est pour moi un modèle de prendre conscience des différents cycles de création d'une inspiration jusqu'à sa manifestation. Donc, on a une idée, ben, par quelle étape est-ce qu'on passe pour la concrétiser, la matérialiser? Et pour moi, le cycle de création, ça a été un outil qui m'a amené plus de, je veux dire, de compréhension, puis un lien direct avec la nature sur comment est-ce qu'une plante pousse. Ben, on y sème une graine, elle germe, elle a une petite pousse au début, puis à un certain moment, elle est assez solide pour fleurir. Puis de prendre conscience que chaque projet dans lequel j'entreprends, il y a le même cycle aussi. On reçoit une idée, on prend le temps de la faire germer. Au début, on la fait émerger, mais des fois, elle n'est pas très, très solide, un peu fragile. Puis après ça, ben, on continue le cycle jusqu'à temps qu'on ait une manifestation concrète. Donc, c'est vraiment un lien entre la création de façon très naturelle, puis celle qui passe à travers nous dans les projets qu'on réalise aussi. Hmm. Et est-ce que les cycles de création, ils peuvent avoir des durées différentes en fonction des projets? En fait, chaque cycle est unique pour chaque projet. Puis dans le cycle de création, ben, il y a des moments où il y a certains cycles où on est plus en préparation, exemple d'un produit, après ça en conception, après ça en diffusion. Donc oui, puis chaque cycle, comme en fait, si on se ramène à la nature, si on fait pousser une tomate, ça prend pas le même temps qu'une carotte. Mhm. Donc, de prendre conscience que chaque projet, même si on voudrait qu'il arrive demain matin, ben, il y a son propre cycle avant d'être créé aussi. Hmm. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi dans la notion de cycle, c'est de se dire qu'il y a une durée de vie et parfois on a des projets qu'on mène pendant 5, 10, 15, 20 ans et puis il y en a certains qui sont voués à peut-être mourir plus rapidement. Est-ce qu'il y a une réflexion aussi derrière le début et la fin d'un projet? Ben oui, en fait, effectivement, je pense que en fait, la façon la plus simple pour moi, ça a été aussi de participer à un projet, mais d'avoir quand même un détachement aussi, dans le sens où on n'est pas le projet. Puis c'est ça, des fois, qui peut faire peur. C'est si on pense que la fin d'un cycle d'un projet va être la fin de nous-mêmes, ben c'est là des fois où on peut peut-être rester trop longtemps quelque part ou à un endroit, tandis que quand c'est complet, c'est complet. Donc, oui, effectivement, chaque projet a un début, il y a une fin, et puis souvent à la fin, ben, on a le début d'un autre aussi. Tu parlais de nature très naturellement, c'est une question que je voulais te poser. C'est quoi ton rapport à la nature et comment est-ce qu'elle t'inspire pour tes différents projets professionnels? En fait, pour moi, ben, la nature, pour moi, c'est un endroit de, je veux dire, de calme pour se déposer. C'est un endroit où il y a quand même, pour moi, beaucoup de parallèles à faire avec l'entrepreneuriat.
Puis en même temps, ben, en ce moment, j'habite en plein milieu d'une petite forêt sur le bord d'un lac, pas très loin de Montréal. Puis pour moi, j'ai vécu Montréal centre-ville, puis ici sur le bord d'un lac. Puis personnellement, je me sens beaucoup mieux ici, en nature. Fait que il y a une énergie particulière aussi, je pense qui nous reconnecte rapidement quand on sort de la ville. Ouais, tu sens que ça participe aussi à ton équilibre entre peut-être quelque chose de très exigeant en termes d'énergie, de rapidité dans tous tes différents projets, et puis finalement ce calme que tu trouves chez toi dans ton coin de forêt, quoi. Ouais, puis en fait, j'apprécie les deux, mais je pense que dans mon cas particulièrement, les deux sont un est essentiel à l'autre aussi, là. Hmm. Alors, je sais pas si, enfin, ce que tu en penses, mais pour moi, avoir vécu au Canada, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le fait que les saisons sont très marquées chez vous, beaucoup plus que chez nous en France, et que du coup, on est obligé aussi de vivre avec ces cycles-là. Effectivement, des fois, on s'en rend peut-être moins compte parce qu'on a grandi ici, mais comme tu dis, chaque cycle est vraiment, on peut avoir 2 mètres de neige, 3 mètres de neige dans un hiver. On peut avoir des températures de 30 quelques degrés Celsius l'été. L'automne, les feuilles, c'est incroyable, les couleurs. Au printemps, tout se remet à vivre. Fait que oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de cycles. Puis c'est encore là, pour moi, d'apprécier aussi l'unicité de chacun de ces cycles-là. Puis c'est ce qui amène aussi dans les projets à apprécier des moments qui sont des fois un petit peu plus morts où on pense qu'il se passe rien aussi. Fait que effectivement, il y a beaucoup de liens à faire entre la nature et la création de projets. Et est-ce que toi, tu sens qu'il y aurait potentiellement différentes accroches, en tout cas un dénominateur commun entre tes différents projets ou la manière dont tu les choisis? Ben, en fait, le commun, faut que ça parte de l'intérieur, faut que ça vibre en dedans. Puis pour moi, c'est souvent le premier, je veux dire, le premier pas, il se fait à partir de là. Donc, quand je ressens quelque chose réellement fort, puis automatiquement, je dis pas automatiquement parce que des fois, ben, veux pas, il y a certaines limites, certaines peurs, ou des fois, c'est peut-être juste pas le bon moment, mais normalement, quand ça vibre assez fort, je dis oui, puis c'est ce qui m'a amené à être dans différents domaines au fil des années aussi, là. Et donc là, tu parles de ressentis qu'on peut avoir dans son corps, dans ses tripes, quand tu as un projet. Qu'est-ce qui nous indique que c'est un bon projet pour soi? Ben, en fait, je pense que il y a une distinction entre est-ce que ça vibre à l'intérieur, ça vient du cœur, ou ça vient de la tête qui en veut plus, ou l'ego qui veut comme vraiment ce sentiment-là de bien-être en allant chercher des ressources extérieures. Donc, je dirais que des fois, c'est pas facile à faire le lien entre les deux, mais je pense de prendre un moment de pause, puis aussi de prendre conscience, est-ce que ce projet-là, il est juste pour moi, ma petite personne, ou il va aussi bénéficier aux gens alentours? Puis je pense que quand le projet il répond à ces deux questions-là, ben, en fait, que c'est pour le bénéfice de tous, normalement, ça va être un oui, là. Mmh. Et moi, j'accompagne, des gens à choisir des projets, à changer de projet professionnel et je remarque, souvent et à raison, beaucoup de résistance, tu vois? De se dire, «Bah, voilà, j'ai peur, de changer peut-être de statut, j'ai peur, que financièrement ça vienne me chambouler». Comment est-ce qu'on peut, dans ce cycle de création, prendre confiance aussi en le fait que, ce projet va potentiellement être le bon? Ben, c'est sûr que des fois, il y a des changements radicaux qui doivent être faits, mais sinon, je pense que de commencer étape par étape, c'est la meilleure chose. Puis même comme entrepreneur, souvent, quand on commence un projet, on n'y va pas, comment je peux dire ça, tu sais, on met pas toutes nos ressources, tout notre temps, toute notre énergie dès le départ dans une direction sans avoir fait certaines validations, je vais appeler ça comme ça. Donc, tu sais, exemple, puis je prendrais la même chose quand on part un nouveau produit, ben,
on s'en va pas tête baissée directement dans une direction. On va commencer à faire des études de marché, on va faire des prototypes, on va commencer étape par étape. Fait que je pense que, tu sais, pour quelqu'un qui est professionnel, exemple, qui voudrait complètement changer de carrière, ben peut-être que les premières étapes seraient vraiment de se renseigner sur l'autre métier, d'aller passer des journées à apprendre comment ça fonctionne, puis voir pour quelle raison est-ce que je change aussi? C'est-tu vraiment juste parce que ça veut, c'est-tu parce que ça vibre à l'intérieur? C'est vraiment juste parce que je veux avoir une augmentation de salaire aussi ou ça, mais c'est un petit peu, pour moi, c'est de faire les premiers pas finalement, puis souvent, effectivement, ça peut faire très peur, mais en même temps, la beauté, souvent, elle se cache de l'autre côté, d'où est-ce qu'on a peur aussi, là. Mmh. Je trouve ça très beau cette notion de en fait, c'est pas tout ou rien. C'est une construction de petites choses sur lesquelles on peut mettre un peu d'énergie, puis un peu plus, puis un peu plus. Et c'est ça qui construit aussi les projets, pérennes et qui font sens, sur la durée, en fait. Effectivement. Et toi, dans les différents projets que tu as montés et que tu portes aujourd'hui, est-ce que tu as eu des manières différentes de les faire émerger? En fait, je veux dire, oui, c'est certain, plus on prend de l'expérience à créer, plus des fois on fait pas deux fois, on s'en va pas deux fois dans le champ gauche trop longtemps. Euh, Puis en même temps, je pense que c'est la beauté aussi d'apprendre à travers qu'est-ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas de, selon moi, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique. Je pense que à un certain moment dans tout projet, on doit se réaligner, on doit prendre un moment de pause. Puis je pense que plus on a de projets, plus les moments de pause sont nécessaires aussi pour ressentir est-ce qu'on s'en va toujours au bon endroit, est-ce qu'il y a un réalignement à faire, à quel endroit je devrais adresser les situations qui fonctionnent moins bien. Donc, oui, ils sont tous. En fait, la base est la même au niveau de la création, parce que à chaque fois qu'on reçoit une idée, ben, de prendre le temps de bien la décoder, bien la faire germer, la partager aux bonnes personnes au bon moment, euh, jusqu'à sa manifestation. Fait que oui, le processus que j'utilise est le même, mais comme tu disais tantôt, les temps de cycle sont différents, les activités à poser sont différentes aussi. Mais dans tous les cas, de prendre le temps de voir où on est rendu, surtout quand il y a plusieurs projets, pour moi, c'est essentiel. Tu as évoqué un sujet que j'adore, c'est le sujet de la pause pour y voir plus clair. C'est un sujet dont je parle énormément sur le tilt. J'ai donné des cours en école de commerce sur le sujet de la pause. C'est vraiment quelque chose, en lequel je crois fort. Toi, c'est quoi une bonne pause pour toi? Ben, en fait, ça dépend. En fait, il y a différents types de pauses pour moi. Donc, il peut y avoir autant la pause, des fois, entre des rencontres, de prendre une minute entre deux rencontres. Des fois, c'est prendre une respiration entre deux appels aussi, mais qui, des fois, inconsciemment, on, on enchaîne les activités sans s'arrêter. Puis s'arrêter, ça n'a pas besoin d'être long. Puis en même temps, ben, pour le moment, je suis en vacances, fait que les pauses sont différentes, sont un peu plus longues. Prendre le temps à chaque semaine de ressentir chacun des projets, où on est, puis c'est quoi les inspirations qui viennent. Puis dans mon cas, c'est rare que les inspirations arrivent quand je suis sur le go, 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 puis on est plus en mode réaction. C'est vraiment dans des temps de pause où les idées viennent, puis souvent, ben, c'est là qu'on se recule de l'arbre, on voit un peu plus la forêt, puis souvent, c'est là où quelque chose que ça aurait pris des heures à régler, on peut le régler en dedans de quelques secondes parce que justement, on a ce recul-là, puis cette clarté-là sur qu'est-ce qui se passe. Fait que les pauses, je veux dire, au début, je pensais que c'était une perte de temps, surtout quand on veut performer, mais au final, pour moi, c'est un élément essentiel, puis ça amène à plus de performance, mais beaucoup plus douce. Mmh. J'ai eu, quand je suis venue au Québec, j'ai eu la chance de rencontrer, Sylvie Bernier, une, championne olympique, et on a parlé, de ce sujet et justement de l'importance du repos chez les sportifs de haut niveau. Mhm. Et en fait, c'est la même chose chez les entrepreneurs. Oui, parce que les choses vont vite.
Le monde change vite. On a tous vécu la pandémie il y a quelques années. Puis, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on se levait le matin, puis on avait comme un nouveau jeu de cartes à chaque matin, puis on dit, bon, ben voici ce qu'on a dans notre jeu de cartes, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est un peu ça, parce que si on n'aurait pas pris ça, cette pause-là, puis on aurait dit, ah, voici notre plan stratégique, voici où on s'en va, ben, on n'aurait pas pris en considération énormément de facteurs externes. Donc, le temps de pause, ben, dans ces moments-là, c'était à tous les jours pour réaligner l'entreprise. Justement, en parlant d'une de tes entreprises et des cycles que tu as pu vivre avec elle, je voudrais qu'on parle plus précisément de ton entreprise Fabelta. Oui, Euh, c'est quoi cette entreprise et depuis quand est-ce qu'elle existe? l'entreprise existe depuis 1957, donc ça fait un petit bout déjà. C'est un monsieur belge qui était au Québec, qui fabriquait lui-même ses portes et fenêtres, il faisait l'installation. Puis à un certain moment, mes parents, qui eux autres achetaient des maisons, les revendaient, ont décidé d'acheter une entreprise. Donc, ils ont regardé différents secteurs, puis ils se sont souvenus que la personne de qui achetait les fenêtres, le monsieur, il voulait prendre sa retraite, il n'y avait aucune relève. Donc, de là, sans rien connaître de la portée fenêtre, mais avec je veux dire, le désir de travailler ensemble puis de créer une entreprise ensemble, mes parents ont acheté l'entreprise il y a de cela environ 36 ans de mémoire. Donc, j'ai eu l'occasion de grandir dans une famille d'entrepreneurs où on a vu l'entreprise grandir de 2 employés à une centaine d'employés. Donc, ça m'a permis aussi de voir les différents cycles, effectivement, les grands changements des dernières années. Puis même si je n'étais pas 100% actif dans l'organisation, ben l'organisation elle venait pratiquement à chaque souper faire parler d'elle. Donc, ça m'a amené à justement bien comprendre les enjeux humains, principalement, financiers aussi, développement de marché, développement de produits. Euh, En ce moment, on travaille principalement sur des résidences très contemporaines, haut de gamme, de la grande fenestration pour amener de la lumière dans les pièces, euh, dans les aires de vie. On est beaucoup de collaborateurs, je pense, qui ont très à cœur la raison d'être de l'entreprise, qui est créer des espaces lumineux. Pourquoi c'est important la lumière? Ben, en fait, pour moi, c'est la clarté, la lumière, l'énergie, la connexion avec l'extérieur aussi, avec son environnement. Puis son environnement, c'est qu'on soit au centre-ville ou qu'on soit en pleine nature. Ben, pour moi, d'être en connexion avec, c'est ça permet une plus grande vision, je pense. Puis pour moi, c'est tellement beau. En ce moment, je suis en pleine forêt, sur le bord de l'eau, mais il y a pratiquement plus de verre qu'il y a de murs aussi. Puis c'est ça, c'est un ressenti de bien-être en étant en connexion avec la lumière. Et alors, comment est-ce que les personnes qui travaillent avec toi chez Fabelta se connectent à cette mission? En fait, c'est intéressant. Merci de la question. On s'est posé la question il n'y a pas si longtemps que ça, de façon un peu plus profonde, parce que on a des collaborateurs qui, dans l'organisation, font la vente, donc sont très près des clients, sont très près des chantiers, de qu'est-ce qui se passe. Mais on a aussi des gens qui fabriquent les fenêtres. On a des gens qui sont en informatique, qui font la programmation au niveau des logiciels. Puis l'idée, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on connecte tous ces gens-là à la raison d'être? Donc, ça a passé par plusieurs initiatives. La première, de montrer, d'illustrer les projets sur lesquels on travaille, de pouvoir amener des employés qui sont pas nécessairement sur le terrain à aller voir des réalisations aussi. Ça a passé par, dernièrement, d'avoir le nom de chaque famille pour qui on fait les fenêtres aussi. Puis on a différentes initiatives qui vont continuer pour toujours connecter l'activité qu'on fait dans l'organisation à la raison d'être. Puis la personne qui fait, exemple, le scellement des fenêtres, ben, c'est de voir l'importance de
des joints de scellant qui vont être appliqués sur le produit final. Fait que c'est vraiment de cette manière-là qu'on travaille à amener la raison d'être partout dans l'organisation. Et cette raison d'être, est-ce qu'elle s'est affinée au fil des années? Est-ce que tes parents avaient déjà cette vision ou c'est toi qui a amené cette nouvelle manière de la raconter? En fait, je pense que en fait, la raison d'être, on l'a éclairci au fil des années. Puis je pense que c'est un exercice auquel on s'est porté à peut-être les 5 ans ou 10 ans. Mais pour moi, elle a toujours été là, cette raison d'être-là. Elle prend de l'expansion, elle s'adapte à où on est en ce moment, à ce qui nous inspire. Mais je dirais on est quand même assez aligné sur celle-là depuis de nombreuses années. Moi, je suis toujours super intéressée et impressionnée par les entreprises qui créent des choses de manière très pragmatique, qui ont un côté artisanal, de traverser le temps et de s'adapter justement au nouveau marché, au changement du marché. Toi qui as observé ça avec tes yeux d'enfant, puis tes yeux de jeunes adultes, et puis ensuite de dirigeants d'entreprise, euh, qu'est-ce que ça t'a fait de le voir évoluer? Comment est-ce que tu vois ça, maintenant aujourd'hui? Ben, je crois que le côté artisanal dans notre entreprise, il est quand même assez présent étant donné qu'on fait la production sur mesure, mais de très grandes dimensions aussi. Donc, des produits, des fois, qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à automatiser. Euh, donc, il y a encore une grande importance des formes géométriques particulières aussi qu'on fait, des assemblages de très grandes dimensions où souvent on a besoin d'assembler les fenêtres sur un chantier parce qu'elles sont trop grandes pour rentrer dans des camions. Donc, ce côté-là, il est très présent. Euh, Toutefois, quand on rentre dans les grandeurs plus standards, je parle au niveau de la fenestration, on voit vraiment, puis on travaille aussi sur des plans d'automatisation où les, les gens vont migrer au niveau de leur poste, dans le sens où euh, ça ne sera plus nécessairement 100% assemblé à la main. Donc, il va y avoir un mix des deux. C'est là où je pense que une grande partie aussi de la fabrication s'en va au niveau de l'automatisation. On le voit beaucoup. Mais je pense qu'il va toujours y avoir le côté un peu plus artisanal pour tout ce qui s'appelle sur mesure. Ouais, en fait, c'est un mix entre adaptation au marché et puis finalement, pouvoir, être toujours connecté au savoir-faire, depuis toujours, en fait. Exact. Puis ça réduira pas l'importance de la qualité du travail bien fait, euh, de la vérification au chantier, ces choses-là, mais c'est certain que aussi dans un enjeu d'abordabilité pour pouvoir créer des habitations de façon à moindre coût, ça va passer par l'automatisation aussi, la construction. Et comment est-ce que du coup, vous avez, construit une culture d'entreprise pour justement, fédérer, les salariés, les collaborateurs, malgré, les changements, à venir? Ben, enfin, au niveau de la culture d'entreprise, on s'est donné quelques guides, dont la collaboration, la bienveillance, l'harmonie. Donc, on a des guides qui, qui nous amènent dans le comment. Donc, la raison d'être, c'est un peu le pourquoi. La culture, c'est dans quel environnement on le fait. Donc, l'idée, c'était d'avoir une entreprise où l'harmonie était là, la collaboration, l'ouverture aussi. Parce que quand on parle de changement qui arrive très rapidement, pour moi, d'être ouvert au changement, d'être ouvert à changer soi-même aussi, parce que les choses vont plus vite, parce qu'on a des nouvelles, des fois, aptitudes à apprendre. On doit, si je prends le cas de l'usine de fabrication, devenir de plus en plus polyvalent. Donc, au lieu d'avoir un poste qu'on apprenait puis qu'on devenait très, très bon dedans, ben, c'est d'apprendre 3 ou 6 postes différents pour être capable de collaborer de façon beaucoup plus fluide quand il y a des changements, exemple au niveau de la demande.
Donc, pour moi, cette culture-là de, de demain, ben, c'est les entreprises qui vont le mieux s'adapter puis qui vont être le plus transparentes, le plus horizontales dans le sens où on travaille côte à côte. Pour moi, ben, d'un, c'est plus le fun à travailler. Puis, je crois que c'est les entreprises qui vont le mieux rester en avant de la parade pour les années à venir. Il me semble que c'est un sociologue français qui s'appelle Olivier Hamon qui parle des entreprises qui vont, enfin, il parle des entreprises qui vont durer dans le temps. Ça va être les entreprises qui vont passer d'une logique de performance à une logique de robustesse. De robustesse. Ouais. Comment tu définirais la robustesse? Lui, en fait, il parle de robustesse dans le sens où une entreprise, elle va être capable d'avoir des ressources qui s'adaptent, qui vont être capables de se cogner, mais derrière de se relever à des polycrises, donc tu vois, économiques, de matériaux, enfin tout type de crise. Donc comment est-ce qu'on construit une organisation qui va être robuste dans le temps et non pas uniquement performante économiquement, tu vois. Et j'aime bien en fait, j'aime bien la manière dont il en parle parce que, en tout cas, à mon sens, c'est assez juste, ce mot robustesse. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, dans notre culture, je la ramènerais plus sur en ouverture puis collaboratrice aussi parce que si si on veut être robuste avec nos fournisseurs, si on veut être robuste avec nos clients, si on veut être robuste avec les gens dans l'entreprise, personnellement, c'est pas dans cet environnement-là que j'ai le goût de créer. Par contre, si on peut avoir de l'ouverture, de la collaboration, ben là, ça nous amène à s'asseoir alentour d'une table, regarder des situations des fois qui sont hors de notre contrôle, puis regarder quelles solutions on peut prendre où chaque acteur va prendre de l'expansion là-dedans et non un au détriment de l'autre parce qu'on a voulu être plus fort que l'autre puis peser sur le citron de l'autre personne. Tu l'entends comment, robustesse? Comment ça sonne chez toi, ce mot? Je trouve ça lourd. Je trouve ça, Ah ouais? Ok. ouais, je ressens, ben peut-être parce que, je veux dire, la manière au Québec qu'on peut l'interpréter, la robustesse, on se sent plus en train de mettre des gants de boxe, euh, Ah. tandis que peut-être plus d'occuper son espace, mais avec une ouverture aussi, puis une fluidité. Puis c'est là où les fournisseurs, les clients deviennent des collaborateurs aussi à notre organisation. Donc, on n'est pas vraiment en négociation, mais on est beaucoup plus en ouverture puis en création ensemble. Ok, je comprends. Je vois l'idée. Il y a comme une sorte de, un peu hermétique. Dans une entreprise robuste, on voit quelque chose un peu hermétique, de fermé, quoi. Ouais, puis je pense que quelque chose peut-être plus proche de la robustesse pourrait être une solidité, mais une solidité qui est fluide aussi parce que les gens sont engagés, parce qu'ils connaissent la raison d'être, parce qu'ils vont être ouverts aux nouvelles opportunités aussi. Fait que c'est un petit peu plus dans cette énergie-là, je dirais, qu'on s'enligne au niveau de Fabelta. Et vous êtes combien aujourd'hui chez Fabelta? On est une centaine. Ok. Et tout le monde travaille sur le même site? En fait, principalement oui, à l'exception des techniciens et techniciennes de service et des installateurs, poseurs qui sont directement sur les chantiers. Alors, quand on s'est eu pour préparer l'épisode, on a parlé notamment du modèle holacratique. Tu donnais des notions qui sont très reliées. Comment est-ce que toi, tu as découvert ce modèle et qu'est-ce que tu as intégré de ce modèle dans ton organisation? En fait, c'est ma mère, il y a environ 7 à 8 ans, qui était présidente, qui a amené le modèle. Elle avait entendu parler avec Entrechef PME au Québec de ces nouvelles modèles de gestion-là, qui étaient très axés sur l'humain, qui étaient axés sur justement la collaboration, sur la responsabilisation et l'autonomie des gens. Donc, elle a, je veux dire, été pionnière au Québec avec d'autres entrepreneurs à aborder le sujet. Donc, pour moi, qui sortais des écoles HEC de gestion, ben, ce modèle-là ne m'avait pas été enseigné du tout. Au contraire, on était vraiment plus dans une structure pyramidale assez hiérarchique.
Mais j'ai regardé ça avec beaucoup d'ouverture parce que je me suis vite rendu compte que comme entrepreneur, si on veut tout savoir, tout contrôler, c'est énormément drainant en énergie. C'est difficile d'avoir une équipe engagée avec nous aussi. Donc, pour moi, quand on a amené ce modèle-là, ben, ça a commencé par bien définir les rôles et responsabilités des gens, et non nécessairement par leur nom de poste. Donc, des fois, on dit, bon, ben, tu es directeur, donc, étant directeur, tu dois être bon dans tout ce qu'un directeur doit faire. Mais si on prend conscience qu'un directeur, il y a peut-être 80% de ses rôles et responsabilités qu'il peut très bien faire, mais il y a un 20% où des fois, il n'y a pas d'aptitude, pas d'habileté, ben, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'organisation qui peuvent prendre ces rôles-là? C'est là où ça l'a amené déjà une flexibilité. Ça l'a amené aussi aux gens à travailler dans leur talent puis qu'est-ce qu'ils aiment faire. Donc, de pouvoir avoir un directeur des ventes qui est sur le comité de recyclage de l'organisation, d'avoir des gens qui vraiment vont aller collaborer puis créer dans d'autres secteurs d'activité de l'organisation que seulement celui dans lequel ils sont. Fait que ça a été dans les premières étapes. Ça a été aussi des étapes sur qu'est-ce que c'est que de se responsabiliser, d'être autonome, de pouvoir avoir un champ, des paramètres décisionnels aussi. Et ça, peu importe où on se positionne dans l'entreprise, mais d'avoir à l'endroit où on se positionne une autonomie sur le poste qu'on occupe. Ensuite, ça l'a amené à avoir des lieux de rencontre pour tous les employés. Donc, chaque employé chez Fabelta a au minimum qu'est-ce qu'on appelle un cercle, mais une équipe dans laquelle il peut amener ses idées, dans laquelle il peut adresser les choses qui fonctionnent moins bien, dans lequel il peut suivre les projets de son département, qui peut collaborer selon dans le fond, qu'est-ce qu'il peut faire, puis selon son désir dans la création puis l'innovation de son poste. Donc, c'est plusieurs éléments comme ça qu'on a pu intégrer au cours des dernières années. Et comment ça a été reçu par les collaborateurs qui étaient là depuis bien avant ce modèle-là? En fait, je pense que comme tout changement, à la première étape, il y a une certaine forme de peur. Euh, donc, ça l'a été. Puis, ça l'a été épeurant pour certaines personnes. D'autres personnes qui étaient habituées de prendre des décisions, c'était plus simple. Mais encore là, les personnes qui étaient habituées de prendre des décisions, des fois, ils les prenaient seules. Donc, de pouvoir prendre des décisions en groupe, ben, des fois, c'était peut-être un petit peu moins, un petit peu plus difficile aussi d'écouter les gens. Euh, mais au final, ça s'est vite allégé parce qu'un directeur des ventes, exemple, qui a une dizaine de représentants, quand on a 10 représentants qui ont des demandes particulières au directeur des ventes en disant ah, j'aimerais avoir ça, 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 là, le directeur, il est tout seul à se ramasser avec toute la création de ces projets-là. Tandis que là, on peut avoir une dizaine de représentants qui vont avoir des idées, mais qui vont aussi être porteurs de projets. Donc, quelqu'un qui est bon en technologie, ben, peut amener une idée au niveau du système de classement pour les dossiers de vente, puis réaliser ce projet-là, au lieu que ce soit le directeur ou la directrice des ventes à le faire. Donc, ça l'a amené plus de légèreté au directeur, puis ça l'a demandé ben, d'adresser, de libérer le contrôle aussi, que ce sera peut-être pas fait exactement comme on le veut, mais qu'on va assister et qu'on va coacher les personnes dans la création aussi. Et est-ce que toi, tu as vu des changements notables entre avant le modèle holacratique et maintenant que tu l'as éprouvé depuis quelques années? Énorme. Énorme par par la légèreté à diriger. Donc, au lieu de tout savoir, tout vouloir comprendre, ben, en responsabilisant les gens, ben, on est capable de plus regarder les résultats, de suivre les projets aussi. Euh, Ensuite, ça allait, pour moi, libérer le potentiel de beaucoup de personnes qui avaient des bonnes idées, mais qui ne les mettaient pas à exécution.
beaucoup de personnes qui disent ah ben ça devrait changer, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, mais en réalité, quand on leur disait bon ben parfait, maintenant quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben la première chose qu'on doit faire, c'est se poser la question qu'est-ce qu'on ferait différemment, puis qu'est-ce qu'on amène comme idée. Donc ça a amené des gens à se poser des questions, à amener des solutions, des fois qu'on prenait, des fois qu'on faisait évoluer, mais ça amenait le côté justement le côté au lieu de mettre dans la cour des autres, ben, de prendre une responsabilisation sur la situation de notre environnement de travail. Ça l'a amené des gens à partager, des gens qui, normalement, si on leur donne pas une tribune pour partager, le feront pas. Donc, ça prenait des espaces sans jugement, où il n'y avait pas de bonne, pas de pas bonne idée, mais on est vraiment en train de partager sur où on s'en va, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc oui, il y a eu beaucoup de grands changements. Puis maintenant, les nouvelles personnes qui rentrent dans l'organisation, ben, ça fait partie de la culture, ça fait partie de comment on fonctionne. Donc, de plus en plus, les gens qu'on reçoit sont des gens qui sont ouverts et prêts à ça aussi. Mmh. Ça, c'était une question que je voulais te poser. J'imagine que, on ne recrute pas de la même manière quand on a une culture, comme celle-ci. Hem, comment d'un côté, comment est-ce qu'on peut savoir que soit on est un bon, candidat pour ce type d'organisation et du côté de l'organisation, comment est-ce qu'on s'assure que, cette personne va être en phase avec, le côté, responsabilisation, transparence, flexibilité? En fait, ça fait partie de la culture, donc c'est quelque chose qui est partagé dès le départ. Ensuite, la manière dont on structure les entrevues, c'est qu'on a, je vais dire, un gestionnaire ou un supérieur qui va être présent à l'entrevue, mais il va aussi y avoir les collègues, des futurs collègues qui vont l'être. Donc, la décision ne se prend pas juste à une personne. Donc, quand vient le temps de faire l'intégration de cette nouvelle personne-là, ben, il y a aussi de ses collègues de travail qui ont choisi de travailler avec cette nouvelle personne-là. Donc, ça amène plus rapidement une intégration, puis je veux dire, certaines formes de parrainage dans l'équipe aussi. Et est-ce que tu sens une différence dans justement les relations entre les gens? Est-ce que tu vois des choses qui ont changé dans leur manière d'être entre eux? Oui, en fait, de pouvoir faire collaborer les différents départements ensemble, de comprendre les réalités de chacun, fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de jugement, il y a beaucoup moins de frustration aussi, parce que les gens comprennent maintenant, parce qu'avant, souvent, c'était ah, ben, on sait bien tel département ou ci ou ça, mais sans prendre conscience de leur réalité. Mais en faisant justement des rencontres entre départements, euh, d'amener des employés d'un département à un autre, d'aller voir la réalité de ce qu'ils vivent, ben là, ça amène beaucoup plus d'ouverture, puis de compréhension. Puis quand vient un changement, ben on l'accueille avec beaucoup plus de réceptivité que de frustration automatique. Mmh. Et est-ce que tu penses que justement cette transformation de culture d'organisation, te permet de mieux retenir tes talents dans l'organisation? Je suis pas mal certain que oui, parce que Ouais. ben, je suis certain que oui, avec les gens qui adhèrent à cette culture-là, mais pour moi, dans l'ère où on vit, les gens ont, aiment créer, aiment être écoutés, aiment collaborer aussi à quelque chose. Puis je pense que c'est un petit peu révolu le temps où on dit à quelqu'un fais telle activité, puis fais ça pour les années à venir sans te poser de questions, puis sans pouvoir participer à l'évolution, l'innovation. Tandis que quand on introduit des collaborateurs dès le départ dans un projet, ben, souvent leur engagement est décuplé, puis ils vont porter le projet aussi. Donc, de pouvoir laisser cette liberté-là aux gens de créer puis d'amener des projets, ben, selon moi, ces gens-là iront pas non plus retravailler dans une entreprise où ils vont juste se faire dire quoi faire.
Je crois que c'est Michel qui disait à mon micro, en fait, toute cette histoire de hiérarchie à n'en plus finir, tout ça, c'est une construction et on est à un retour à quelque chose de plus naturel où les gens prennent leurs responsabilités plus facilement parce qu'on la donne aussi. Et puis, cette envie de s'investir avec plus de sens, tu vois. Et j'aimais bien cette idée de en fait, il y a une construction derrière la hiérarchie qu'on connaît parce que l'histoire post-industrielle fait qu'on a construit ça. Mhm. Mais en fait, il y a d'autres imaginaires et réalités à construire, en fait, au niveau de l'organisation. Oui, puis je pense que comme tout, euh, l'entreprise est un organisme vivant. Donc, un organisme vivant, ça le dit, c'est en changement constant, c'est en évolution, c'est en adaptation. Donc, si on pense que l'entreprise d'il y a 20 ans va être la même structure de gestion qu'aujourd'hui, je pense qu'on va frapper un mur rapidement. C'est C'est de, sûr. c'est de là aussi que ça prend quand même souvent beaucoup de courage d'être pionnier dans le changement, mais en même temps, je vois pas d'autre manière d'entreprendre non plus. Superbe, superbe conclusion, j'adore. Est-ce que il y a autre chose sur Fabelta sur lequel je t'ai pas forcément questionné et que tu trouverais intéressant de partager à celles et ceux qui nous écoutent? Ben, en fait, moi, j'ai repris la présidence, ça fait 1 an. Donc, je te dirais que qu'est-ce qui, tu sais, pour ceux qui sont dans un poste plus de direction de président, c'était nouveau pour moi, donc beaucoup d'inconnus. Tu sais, je me suis occupé de la direction générale pendant quelques années, mais dans le rôle de président, pour moi, c'est vraiment, on devient un petit peu la source de l'entreprise au niveau de la vision, tout ça. Donc, pour moi, prendre le temps de s'inspirer, prendre le temps de rêver un peu aussi à où l'organisation, on la voit. Je pense que pour moi, c'est un essentiel pour le développement de Fabelta, pour le développement des différents projets aussi. Donc, c'est ça, en fait, pour Fabelta, c'est simplement de suivre cette raison d'être-là, la culture, puis de la faire vivre aussi. Fait que c'est Mhm. tout. Génial, super. Merci beaucoup vraiment pour ton partage, puisque je pense que ça, ça aide celles et ceux qui ont envie de participer à ce changement à comprendre de manière plus pragmatique, bah, en fait, comment est-ce que ça se réalise concrètement. En fait, ça fait peur au début parce que c'est comme ça qu'on a réussi d'une certaine manière. Euh, Puis même pour nous qui reliait beaucoup à les nouveaux modèles de culture, ça l'a été épeurant aussi. Mais je pense qu'à l'intérieur, on ressentait tout de même que c'était la bonne chose à faire. C'est vraiment ça, c'est de s'écouter comme entrepreneur dans ces changements-là. Euh, Puis nous, on a vécu quelque chose de très beau dans ces changements-là. On a vu beaucoup d'entreprises aussi le faire. Et je crois réellement que quand on parle de nouveau paradigme en affaires, ça en fait partie aussi. Mm. Je suis 100% convaincue, comme toi. J'ai une dernière question pour toi, Eric, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, qui seraient là pour t'épauler, te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? La première personne que je mettrais, c'est une dame qui me mentor, qui s'appelle Sylvie Olivier. Donc, je la mettrais pour mon alignement personnel, pour l'alignement de l'entreprise quand on parle des nouveaux paradigmes d'affaires. Ça serait elle. Ensuite, j'irais avec Harold Savard, qui est président du groupe Novatech, pour sa vision de développement d'entreprise depuis les dernières années qui ont fait quelque chose de très beau à travers le Canada et aux États-Unis aussi, dans le domaine des portes patio, portes d'acier, entre autres. Puis pour le côté, je vais dire,
vie, entrepreneur et plaisir, ça serait Richard Branson. Ok, Donc, ok, ce serait sympa. ce trio sur le board. Génial. Très le fun. Super, très beau board, j'adore. Très nord-américain finalement. Et on Ouais, en a peu ouais. sur le tilt des boards totalement nord-américains, donc génial, j'adore. Eric, un grand merci pour ton partage à mon micro. Je mettrai tous les liens pour découvrir ton travail et sur Fabelta et ton travail en dehors dans la description. Et moi, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Léa, de créer cet espace-là, cet environnement-là pour traiter de sujets super inspirants. Merci. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Eric. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est une entreprise inspirée du modèle holacratique et de comprendre aussi comment ce multi-entrepreneur jongle entre ses différentes casquettes. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast et Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le tilt. Merci beaucoup et à bientôt.